Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Donc bonsoir, c'est donc moi qui ai la chance de modérer ce panel post-projection. Donc voilà, je suis Tania Zaspinard. On va procéder en 3 parties ce soir. Tout d'abord, j'ai posé quelques questions à Lisa Guéric, donc la réalisatrice du film qui est ici. Bonsoir, merci d'être là. Bonsoir tout le monde. Ensuite, on passera à un panel d'invités très riche, vous le verrez, qui comprendra des protagonistes du film, un représentant du SEM, mais aussi des représentants du milieu associatif. Donc là, moi, je leur poserai quelques questions. Et ensuite, la parole vous sera donnée. Il y aura une partie de questions du public. Donc voilà, restez jusqu'à la fin. Peut-être qu'on va s'asseoir, ouais. Un peu d'eau aussi, peut-être. Ouais, merci. Hop. Écoutez, alors, je me fais servir. Merci beaucoup. Donc Lisa, merci d'être venue ce soir. Tout d'abord, félicitations pour votre film. Ça va, c'est la folie depuis qu'il a été projeté. Oui, je suis très contente parce qu'il y a beaucoup d'intérêt pour le film. Au début, j'étais assez étonnée aussi parce que quand on a commencé le projet, j'ai souvent entendu que ah non, ne fais pas un film sur ce sujet, tout le monde en a marre. Mais on ne peut pas avoir marre de quelque chose qu'on est responsable pour. La force de ce film, c'est que vous nous montriez en fait quelque chose auquel on n'a jamais accès avec des vraies personnes qui le vivent vraiment. Comment est-ce que vous y êtes prise pour convaincre les différents protagonistes de participer au film, que ce soit du côté des demandeurs et demandeuses d'asile, mais aussi du côté du SEM, parce que c'est des vrais employés du SEM. La côté du SEM, c'était beaucoup plus difficile pour moi pour gagner d'accès. C'est aussi parce que je suis active dans l'asile, autour de la migration depuis des années. J'ai fait des visites dans le prison de renvoi et je connaissais alors beaucoup de gens qui sont fuis. Et j'avais déjà des relations de confiance avec 2 des protagonistes dans le film. Donc là, c'était plus facile l'accès. Et 2, j'ai rencontré pour le film, mais on avait beaucoup de temps pour se connaître. On a beaucoup parlé. Et pour les gens du SEM, je voulais pas tout de suite aller demander officiellement la communication du SEM. Je voulais avant rencontrer plus personnellement pour aussi entendre les histoires pas officielles. Donc j'ai parlé avec une 30aine de personnes qui ont tous raconté de leur boulot mais voulaient pas être dans le film. Donc j'ai ouvert ma recherche pour des personnes, aussi pour des gens qui sont à la retraite et qui ont travaillé pour le SEM. Comme ça, j'ai rencontré Demian, le jeune homme, et lui, il m'a beaucoup aidé avec des autres. Comme ça, c'était un peu un net. Oui. Un réseau qui s'est mis en place. Oui. Ce film, il parle aussi de la difficulté de devoir reparler de certains moments de sa vie qui sont traumatisants. Comment vous y êtes prise justement pour amener les protagonistes du film à en reparler? Comment vous avez préparé avec elles et eux ce qui allait être peut-être dit ou non dans le film? Pour moi, c'était au début important de savoir que les protagonistes qui font partie du film, ils savent exactement ce qu'on veut faire et que moi, je sais qu'ils sont assez stables psychiquement, oui. Pour refaire une chose tellement difficile. Et on a beaucoup parlé. Je crois que ça, c'était la chose la plus importante, d'avoir une relation de confiance. Et j'ai aussi pu parler avec des psychologues de traumatisme qui m'ont un peu expliqué comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il faut absolument éviter. Et pour les protagonistes, c'était toujours clair qu'ils peuvent toujours dire « j'en peux plus, il faut faire une pause ». Et pour quelques-uns, on a aussi défini un peu des parties de leur histoire que c'était clair, on ne va pas en parler parce que c'est trop difficile. À quel moment vous avez eu l'idée
de faire cette inversion des rôles dans la deuxième partie du film, justement, où c'est les requérants et requérantes d'asile qui posent les questions. C'était dans la recherche, on a déjà filmé quelques entretiens juste pour s'habituer un peu à la caméra, pour se connaître. Et toujours à la fin, j'ai posé la question, si tu pourrais choisir un rôle dans cette situation, ça serait laquelle? Et c'était étonnant parce que la réaction, c'était toujours tellement libérant, on peut dire. C'est comme si, enfin, je ne suis plus toujours dans le rôle du réfugié. Et ça leur donnait une fantaisie, une envie d'en parler, tout ça. Donc pour nous, c'était clair qu'il fallait refaire ça pour le film. Et en plus, on espère que ça aide aussi pour voir la dynamique du pouvoir un peu plus claire. Justement, en préparant ce film, est-ce que vous vous êtes posé la question, est-ce que vous avez posé la question de l'impact potentiel de la participation des protagonistes au film sur leur processus d'asile qui était potentiellement encore en cours? Oui, j'ai parlé avec l'avocate des protagonistes pour savoir s'il y a des risques, parce que ça, c'était clair que je ne veux pas prendre des risques. Et elle m'a dit que ce n'est pas le cas, que ça pourrait même aider si le film il est bien et ça montre quelque chose d'important, ça pourrait aider leur cas. Mm-hmm. Comment vous êtes arrivé à vous intéresser de si près au processus d'asile? Comment vous y êtes prise pour vous plonger dans ce monde qui est assez opaque finalement? Je crois que c'est à cause des personnes que j'aime bien, que c'est des amis qui ont dû faire des auditions comme ça, qui m'ont raconté comment c'était difficile, comment c'est un système qui leur fait... C'est une sorte de violence, ce système. Et donc, ça m'a beaucoup touchée. Et je me sentais aussi responsable parce que c'est un système suisse que nous, qui ont la possibilité de participer politiquement, on porte aussi. Donc, je voulais en savoir plus. Et le plus que j'ai vu, le plus je me suis radicalisée, je crois. Comment... Ouais. Et comment vous y êtes prise justement pour en savoir plus sur ce système? Vous avez fait des recherches pendant plusieurs années, il me semble. Oui, j'avais la possibilité de parler avec beaucoup de gens. C'était aussi important pour moi pour oser de faire ce film parce que je trouve que c'est assez complexe comme sujet. C'est important qu'on est précis parce que c'est le débat sur l'asile, c'est tellement surchauffé. Tout le monde a tout de suite une opinion. Et pour moi, c'était important de vraiment savoir de quoi on parle. Donc, j'ai fait plein d'entretiens autour de 30 que j'ai filmés pour vraiment savoir de quoi je parle. Ouais, c'est un débat très chaud, vous le disiez. C'est pour ça aussi que vous avez choisi une mise en scène très soft, très épurée. Aussi, c'est peut-être comme ça que sont les locaux du SEM. Oui, on a cherché un immeuble vide pour pouvoir le louer pour le tournage. Et on était très contente quand on a trouvé ce bâtiment-là avec ces éléments de béton qui font un peu prison, mais en même temps, il y a ce couloir immense. C'était visuellement aussi très attractif. Et en plus, on est parti avec tous les protagonistes dans cet immeuble. Puis on a demandé, est-ce que ça vous semble authentique pour un bâtiment de SEM? Et tout le monde a dit oui, donc on a dit c'est parfait. Les situations personnelles qui sont montrées et sur lesquelles s'appuie le film, est-ce que vous diriez qu'elles sont, vous qui avez justement parlé à énormément de gens, que ce soit des requérants ou requérantes ou du personnel du SEM, vous diriez qu'elles sont représentatives des auditions qui se passent tous les jours au secrétariat d'État aux migrations? Je crois les 4 auditions que vous avez vues, c'est un peu plus soft que normalement. Aussi parce que ces 4
gens qui posent les questions, c'est les seuls 4 que j'ai trouvés qui étaient prêts à faire partie du film. Donc, c'est des personnes très, très courageuses qui étaient aussi prêtes de se faire critiquer, de montrer visage pour ce rôle. Et j'ai souvent entendu que c'est encore avec moins d'empathie, avec beaucoup plus strict, beaucoup plus vite. Donc, je crois que ça risque d'être un peu trop soft. Vous avez été surprise quand vous avez pris connaissance justement de la réponse du secrétariat aux migrations concernant les demandes d'asile des 4 protagonistes. Comment vous avez réagi en apprenant qu'au début, elles étaient toutes refusées? Je le savais déjà quand on a commencé le projet. Vu que j'étais active dans le film de l'Asie, engagée dans l'asile, j'ai surtout contact avec des gens qui ont des décisions négatives parce que ils ont besoin d'être supportés. Vous avez eu quoi comme retour des employés du SEM, du secrétariat aux migrations? On sent franchement un gros malaise quand même dans la dernière partie du film. Ce film a été projeté, il y en a beaucoup qui l'ont vu. Vous avez eu quoi comme retour? Je suis contente que tous les 8 protagonistes du film, ils disent qu'ils sont fiers d'en faire partie. Une des femmes qui pose les questions, elle a dit que le moment où les rôles sont échangés, c'était la chose la plus difficile qu'elle a dû faire pendant son temps à SEM. Ça m'a étonnée. Mais sinon, pour moi, c'était important que tous les protagonistes ont vu le film avant qu'un public a vu le film et qu'ils sont tous d'accord avec, qu'ils se sentent à l'aise avec, et ça, c'est le cas. Il y a eu une validation du service communication du SEM où vous étiez libre une fois qu'ils vous avaient donné la permission de le faire? On était libre. Ils sont venus voir le tournage un jour, juste pour voir ce qu'on fait. Et ils ont aussi voulu voir le film avant qu'il est en public. Mais heureusement, il n'y avait rien dans le film qu'on a dû changer ou qu'on a changé pour le SEM, parce que pour moi, ça, j'aurais pas voulu faire. Bon, alors le film, il est déjà sorti. Bon, il a eu déjà quelques prix, ça a été dit avant. Il est sorti au cinéma en Suisse alémanique, qui sort tout bientôt au cinéma en Suisse romande. Vous espérez avoir quel impact avec ce film? Pour moi, ce film peut être un début pour un débat plus différencié, plus sorgfältig, comme on dit. Ça, je ne peux pas vous aider, je suis désolée. Oui, un débat, tout le monde sait de quoi on parle. Parce que pour parler en connaissance de cause. Oui, et qu'on n'oublie pas qu'on parle des humains. Souvent, j'ai l'impression que c'est le grand problème dans toutes ces discussions autour de migration qu'on oublie. On parle des individus, on parle des personnes qui ont... c'est tout simple, mais avec des sentiments, avec tout ça. Et j'espère que les gens ils vont voir ça et commencer à penser autrement. En tout cas, je pense que ça apporte une pierre à l'édifice du débat de l'asile qui est très chaud en plus actuellement. Merci beaucoup Lisa Gehrig d'être venue nous parler quelques instants de votre film. Je crois qu'on peut l'applaudir. Merci. Et maintenant, du coup, on va passer au panel donc panel riche pour la discussion tous et toutes ensemble. Est-ce que vous montez sur scène et je vous présente, ou est-ce que je commence déjà à présenter tout le monde? On va les attendre. Ah, bonjour, voilà, il y en a un qui arrive. Bonjour. Voilà, Pascal Onana. Bonjour. Bonsoir. Je vais vous mettre là. Guillaume Bégère, Raphaël Rey qui arrive. Maurizio Micheli. Et Living Smile Vidia.
Voilà, on peut les applaudir, je les présenterai mieux dans quelques instants. Bonsoir tout le monde. Alors, Living Smile, Vidya, bonsoir. Voilà, il y aura une traduction qui sera faite. Donc, vous m'avez demandé de vous appeler Smiley, donc je vais vous appeler Smiley pendant le... D'accord. Vous êtes protagoniste du film, mais aussi actrice et activiste. Vous êtes une pionnière du militantisme trans en Inde. Votre carrière artistique, que ce soit à l'écran ou au théâtre, a été plusieurs fois récompensée. Et puis aujourd'hui, malgré le fait que vos demandes soient en cours, vous êtes très active sur la scène artistique suisse. Donc bienvenue. Pascal Onana, à côté de moi, bonsoir. Donc vous êtes également protagoniste du film, activiste camerounais arrivé en Suisse en 2018 pour une conférence. Vous n'avez jamais pu rentrer chez vous, on le voit dans le film. Aujourd'hui, vous vivez à Winterthur et vous êtes enseignant d'allemand bénévole et aussi travailleur social. Et récemment, vous avez publié Das Labyrinth. Je ne vais pas traduire parce que là, pour le coup, c'est tout bon. Qui traite justement de la question de l'asile. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et il y a aussi Maurizio Micheli qui est avec nous. Bonsoir, monsieur. Bonsoir à vous. Alors vous êtes chef de la région Asile Suisse romande au secrétariat d'État aux migrations. Vous travaillez dans le système de l'asile pour la Confédération depuis longtemps, ça fait depuis 1998, si je ne m'abuse. Exact. Voilà, bonsoir. Guillaume Bégère, bonsoir également. Donc responsable de la coordination juridique pour les personnes en procédure d'asile pour Caritas Suisse. Vous travaillez, vous, dans le domaine depuis une dizaine d'années. Et Raphaël Ray, à vos côtés, bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes chargé d'information du service réfugiés du CSP, donc c'est le Centre social protestant. Vous êtes aussi dans le domaine depuis plusieurs années et vous avez co-réalisé une recherche en anthropologie sur la notion de vraisemblance dans les procédures d'asile. On va voir, on a remarqué peut-être à travers ce film à quel point c'est une notion cruciale. Bonsoir. Bonsoir. Donc voilà notre panel pour ce soir. Je vous propose de procéder en trois parties. Tout d'abord, peut-être comprendre vraiment ce qu'est une audition et son rôle dans le processus d'asile et se pencher un peu sur la question de la vraisemblance qui est assez cruciale. Ensuite, on se penchera sur l'impact en fait, de la santé mentale, la prise en charge dans le domaine de l'asile. Puis peut-être on posera la question qui a été magistralement posée à la fin du film de est-ce que le système d'asile suisse est viable, est-ce qu'il va bien ? Mais je vous propose qu'on commence directement avec vous, Smiley. Peut-être déjà, voilà, on l'a vu à la fin du film, il y a un récapitulatif, on ne sait pas quelle a été la décision concernant votre procédure. Peut-être, si vous êtes d'accord, nous dire où vous en êtes et puis peut-être aussi pourquoi vous avez accepté justement de participer à ce film. Just a little update. There is no update. I'm still the same N, waiting, hanging somewhere in the air. Yeah, that's the thing. And what was the second question, Bitte? Pourquoi vous avez accepté de participer à ce film? Because I am somebody who have the tendency to speak, to tell our stories, to continue the fight. So every time when I get an opportunity to talk about the struggles, to tell the stories, I would only take it as an yes. And also, I previously heard if I understood correctly, when you're talking with Lisa, you're talking about risk. And also for me, I want to also reflect on that. Can I? Sure. So the thing is, for asylum seekers like us, it can be a risk, but actually I don't think we have any new risk, because since we already in risk, our life is already at stake. And for me, when I come from India, I had to go through a risk of living alive because of the fighting spirit and for questioning the system. Now I'm here seeking asylum, but then I'm still in a nowhere kind of a space. So there's nothing to lose anymore. It's just life is anyway at risk. Anytime I can get a negative, I can be deported, I can be killed, whatever can happen. At least if that's happening,
Before that, every opportunity when I get, we can make our voice heard. And this film made this great opportunity to have a conversation, have an open conversation among the Swiss citizens. And that's the risk worth to take, I think. Thank you. Merci. Pascal Onana, je vais vous poser la même question. Si vous êtes d'accord, vous en êtes où et pourquoi vous avez accepté justement de participer? Merci. Une fois de plus, bonsoir à tout le monde. J'ai accepté, c'est d'abord très très difficile pour moi d'accepter de revivre cette expérience traumatisante. C'est pour ça que je ne regarde plus ce film. Je l'ai regardé une seule fois et je n'ai plus la force ni l'envie de le regarder une autre fois. Lisa, la régisseure, m'a contacté pour faire le film. Je crois 4 à 5 fois, j'ai toujours dit non. Parce que c'est difficile de revivre de tels moments. C'est très très difficile. Mais après, je me suis posé des bonnes questions. J'ai arrêté de penser uniquement à moi. Je sais que la question d'asile est une question très pertinente et malheureusement, telle que la situation, telle que la procédure d'asile est aujourd'hui, c'est un danger. Pas seulement pour les requérants, mais pour toute la société. Alors je me suis dit, je vais m'engager dans quelque chose, je vais essayer entre guillemets, de me sacrifier à la cause pour montrer un tout petit peu ce qu'il y a à l'intérieur, ce qui se passe pendant les auditions, et puis avec l'espoir de sensibiliser davantage le monde, et puis apporter quelques réflexions, si possible. Parce que, comme je l'ai dit à l'équipe, pour moi c'est trop tard, mais je n'aimerais plus que cette situation continue. Parce que là, il y a des individus qui sont retraumatisés et qui sont envoyés dans la société et tout peut arriver. Donc, ma situation en ce moment, je suis encore dans l'attente. Oui, je suis encore dans l'attente. Merci. Maurizio Micheli, allez-y, c'est justifié. Maurizio Micheli, le secrétariat d'État aux migrations, donc, a aussi accepté, on le disait, d'être dans ce film, puisque ce sont des vrais employés. Pas tout le monde travaille encore au SEM, je crois, mais le film a été projeté parmi vos équipes. Quelles ont été les réactions? Bien, bonsoir à tout le monde déjà. On l'a projeté 2 fois à Boudry, le film. Et puis, c'est clair qu'il est difficile pour un collaborateur, une collaboratrice du secrétariat d'État aux migrations qui fait de la procédure d'asile, d'être mis à nu aussi par rapport à certaines images. Et au final, on peut sortir avec 2 sentiments. Soit on caricature notre travail, et puis voilà qu'il y a une réaction tout à fait de autoprotection et très naturelle qui se passe, ou alors on essaye de prendre peut-être le film comme une espèce de situation de recul où on peut aussi faire une certaine introspection par rapport à notre travail. Alors il y a un peu les 2 choses qui se cumulent. Certaines personnes pensent à une certaine caricature à certains moments, d'autres le prennent aussi comme une introspection. Et ça, je pense qu'il faut accepter les deux aspects. Moi, je prends les 2 aspects. Je suis toujours quelqu'un de très ouvert et puis j'ai fait quelques 2000 auditions dans ma vie professionnelle aussi avant d'avoir une fonction dirigeante. Et je crois que dans toutes mes auditions, je me suis reconnu toujours dans une certaine forme d'empathie, de certaine compréhension aussi de la situation, même si j'incarne le rôle, si vous voulez, de celui qui détient l'autorité. On l'a dit dans le film, on a parlé de pouvoir. Peut-être son mot très très fort, mais ça résume aussi un peu bien l'importance de notre travail aussi par rapport à cela. Le respect qu'on doit aussi aux personnes qu'on a devant nous et aussi le respect qu'on doit à notre employeur et à la société. Oui, on va justement un peu élaborer autour de cette notion justement de vraisemblance de décision en fait qui vous est donnée. Mais peut-être juste Raphaël Ray pour qu'on comprenne bien de quoi on parle parce que pas tout le monde connaît la procédure d'asile. Donc l'audition c'est vraiment
le moment clé du processus? Et qu'est-ce qui se passe avant? Qu'est-ce qui se passe après? Voilà, peut-être en quelques mots, si vous êtes d'accord. Alors ça va être vraiment en quelques mots parce qu'il se passe beaucoup de choses avant et après. Mais effectivement, on est vraiment au cœur de la procédure d'asile. C'est vraiment à ce moment-là que la personne, on va se demander si les motifs, son récit, les motifs sont des motifs d'asile, et puis si ce qu'elle dit est vraisemblable. Mais il faut bien comprendre que pour en arriver là, la personne a dû déjà passer par de nombreuses étapes. Je pense que le premier, c'est quand même le chemin de l'exil, qui est un chemin, on le sait, très difficile, semé d'embûches, et beaucoup de personnes n'arrivent pas sur les territoires européens et suisses pour pouvoir déposer la demande d'asile. Et puis ensuite, il y a toute une série d'obstacles procéduraux qui vont se poser avant de pouvoir exposer ces motifs d'asile. Il faut montrer que on doit montrer qu'on n'est pas passé par un autre État européen, on doit montrer qu'on n'a pas reçu de protection dans un autre État tiers dit sûr, on doit montrer qu'on ne vient pas d'un autre pays qu'on juge comme sûr. Il y a toute une série de ce qu'on appelle des motifs de non-entrée en matière qui vont venir avant ce moment de l'audition. Et puis après l'audition, eh ben effectivement, c'est un moment. Des auditions, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a une rapide et il y en a une longue. Et puis c'est là où, en fait, où le récit de la personne va vraiment être mis sur le papier. Et ensuite, ce papier, le fameux PV de l'audition qu'on voit dans le film, aura aussi sa vie propre, si j'ose le dire. Il peut passer dans les mains de différentes personnes pour, au final, arriver à une décision. Oui, Guillaume Bégère, hein, vous faites partie de celles et ceux qui ont un nouveau rôle depuis la réforme de la loi sur l'asile. Donc, la réforme a été votée en 2016 avec comme objectif d'accélérer la procédure. C'était l'objectif qui était donné par ses partisans. Et puis ensuite, c'est entré en vigueur en 2019. Donc là, dans le film, comme vous, Pascal et Smiley, vos auditions ont eu lieu avant cette réforme. En fait, on voit une personne qui est à votre droite qui dit pas grand-chose. Donc ça, c'était le vous d'avant. Maintenant, le vous de maintenant, c'est un conseil juridique en fait qui est là. Ça donne un ton un peu différent. En fait, quel est votre rôle? À quoi vous servez? Est-ce que vous parlez un peu plus que ce qu'on voit dans le film? Bonsoir tout le monde. Alors, ça dépend, j'ai envie de dire. Mais comme Raphaël Rey l'a très justement expliqué avant, tout ce qui se passe en amont de l'audition est important pour arriver à ce moment un peu de vérité, à cette étape clé de la procédure. Et dans ce contexte-là, notre rôle, donc, aux protections juridiques gratuites qui ont été instituées, comme vous l'avez dit, suite à la réforme entrée en vigueur en 2019, c'est de la meilleure manière possible, la plus complète, accompagner nos mandantes et nos mandants jusqu'au moment notamment de l'audition. Et ça passe par un accompagnement de notre service de consultation que les personnes, une fois arrivées au centre, vont pouvoir rencontrer après 2 ou 3 jours. Donc l'idée, c'est d'expliquer qu'est-ce qu'on fait là au milieu, Caritas Suisse, le fait qu'on est là pour les aider à préparer les étapes suivantes de la procédure, pour les aider aussi à relayer des problématiques, des thématiques en lien avec leur situation dans le centre fédéral, en lien peut-être aussi avec leur motif d'asile. Et puis dans ce contexte-là, donc on a vraiment l'intervention de mes collègues du Conseil. Et dans un deuxième temps, assez rapidement, parce que la procédure va vite, effectivement, un accompagnement, une préparation à l'audition, où on va essayer de la meilleure manière possible d'expliquer à nos mandantes et nos mandants comment se déroule l'audition, quel est le but, qu'est-ce que l'autorité va chercher à définir, quel est notre rôle aussi en tant que représentant juridique. Et c'est vrai que Lisa Gehrig a fait mention, je crois que c'était elle, oui, en disant qu'elle avait eu un retour sur un climat d'audition, on va dire, relativement apaisé, qui ressort du film. C'est en partie mon sentiment aussi, dans le sens où il y a effectivement parfois des auditions qui sont plus dures, où peut-être un rapport de force peut s'installer entre parfois la personne chargée d'audition, la personne qui est entendue, parfois aussi le représentant juridique,
parce que nous, quelque part, on est une espèce de garde-fou afin de s'assurer que l'audition, entre guillemets, se déroule bien. Vous êtes en quelque sorte l'avocat. On est en quelque sorte l'avocat avec quand même une spécificité liée à la procédure elle-même et à l'audition qui fait que nous, on ne va pas pouvoir répondre, on ne va pas plaider, on ne va pas pouvoir répondre aux questions de nos mandantes et de nos mandants. On va simplement pouvoir intervenir si on estime que c'est nécessaire et faire des remarques ou poser des questions additionnelles qui vont dans le sens du récit de notre mandante ou de nos mandants. Smiley, vous le dites dans le film, vous n'étiez pas préparé spécialement en fait à cette audition. Est-ce que vous auriez aimé être davantage justement préparé à ce qui allait se passer? Est-ce que quelqu'un qui vous aurait accompagné aurait rendu la chose peut-être moins difficile ou c'était vain? Yeah. Before the actual audition happened, I was informed that I can just tell, because I had a discussion with my lawyer and she knows the whole story, she knows what happened, and then she said it's a strong value to ask asylum, so just tell whatever the questions been asked, just answer everything openly. And then also, I was only warned that the interviewer won't show any emotion. They were like supposed to be just neutral as much as possible. So don't get distracted. Don't think that they're not empathetic. They're not listening. They're not whispering anything. Just whatever questions been asked, answer your question, and then it will be fine. So that's the thing that I was prepared. Like, okay, I have a genuine case, so I will just answer. Okay, you ask question, I give answer, and then give me the seal, and okay, bye, like that I was expecting. But then turns out it's psychologically it's a different journey that you have to all the way from the beginning to go through, from your childhood to from the traumas to from the attacks and then this thing and whatever you did and how it made you feel. And then I was also as much as possibly composed to tell my story, but I would have like really appreciate if there is a psychological support that was given before, or like if there is some guidelines, because I'm not trying to blame here, so please take it in the best possible way when I say this, that in the first time when I was interviewed, I didn't get a chance to explain, saying, oh, you have the second interview where you can elaborate these things. But then when it comes to the second interview, there were moments where I've been told, like, oh, no, you talked about this already in the first, like that. So these are some kind of a technically how to deal this situation, how to be fight, like don't let anything, just tell what you already have to tell, like some kind of tips and advice was given would be nice. And also I know that they would be like neutral, but I didn't know that how do I answer while you go through the trauma again, how you handle it. If I had some kind of that kind of a psychological support was given or after the thing, because the whole thing, it's like you get so nervous, and it's not actually, it is not an audition. For me, it's more like a interrogation. It was more like, okay, you said something, now prove me that you are a victim, and then I was more pressured that it's not about just telling what happened, then more than it's like it happened and it is true. I have this even more pressure to tell that. So if I had some opportunity how to handle that kind of a pressure, and if I had a chance to also stay strong and be more clear, I mean, being alive, surviving is one thing, but then to go through all the thing all over again, and then like even make for this film also we have to take this, but this is for a good cause, I get it, and that is for my personal good cause, I get it, but then it's really hard to explain, man, like just to, how do you prove that you need a safety, you need a rescue and asylum? It just, yeah.
I wish I had some kind of a support system and some kind of a preparation for that, in that matter. Yeah, I would appreciate if I have something like that. Thank you. Maurizio Micheli, Ismaël pose la question, hein, comment est-ce qu'on prouve, en gros, c'est la vraisemblance du récit qui l'emporte pour la décision du SEM. Sur quoi on se base très concrètement pour juger qu'un récit de vie est vraisemblable? Peut-être, mettons déjà une petite précision. On ne parle pas d'un récit de vie, on parle de motif d'asile. Et ça, c'est déjà la première chose qui est très importante. Notre rôle est de déterminer si une personne sera reconnue en tant que réfugié en Suisse ou pas. Ça, je pense, c'est très important parce que sinon, on fait un peu une confusion entre un service qui est le nôtre, qui doit se déterminer sur la qualité de réfugié d'une personne. Ça peut être peut-être un peu trop dur à l'entendre, mais c'est notre travail en fait. Par la suite, j'ai entendu dans le film, il y avait plusieurs fois le terme vérité, précision, etc. Certes, c'est des choses très importantes, mais vous l'avez dit. La question de la vraisemblance est une notion assez juridique, on peut dire ça comme ça. Le droit n'est pas une science exacte. Hein. Je veux dire, c'est une science humaine. Donc, à un moment donné, nous sommes confrontés à des motifs d'asile sur lesquels nous allons essayer de déterminer s'il y a de la crédibilité là derrière. Déjà, il faut que ce soit pertinent par rapport à la loi. Hein. On l'a cité, on a reproduit l'article 3 de la loi sur l'asile, et après sur la crédibilité. Mon ancien collègue Damien Cornu a donné un exemple qui a fait rigoler beaucoup de monde à la salle quand on lui a posé la question: est-ce que vous vous rappelez de votre premier entretien d'embauche, en tout cas quand vous avez été embauché au SEM? Il n'a pas su donner le nom exact, en fait, il n'a pas su donner le nom de la personne avec qui il avait eu l'entretien, mais il a fourni un détail périphérique qui était assez intéressant. C'était il était dans la baignoire quand il a reçu l'appel de son employeur, dans son futur employeur. Et voilà, ce détail périphérique ajoute de la vraisemblance, ajoute du vécu. La vraisemblance peut être liée à un vécu très personnel reporté de manière très spontanée et claire. Ça peut être aussi un récit qui est témoigné par certains faits notoires, un récit qui peut être témoigné par des moyens de preuve, ainsi de suite. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il n'y a pas une checklist de vraisemblance qui est quelque part présente sur le bureau d'un collaborateur ou d'une collaboratrice, sur laquelle on pointe des vues, et puis à la fin on dit « Ah super, il y a un score de X, donc c'est plutôt positif ». C'est le tout qu'il faut examiner. Si quelqu'un vous dit j'étais membre dirigeant d'un parti politique, on peut s'attendre de cette personne qu'elle puisse donner des détails assez importants. Si par contre vous avez devant vous une personne qui a un niveau d'instruction plus bas, il est clair aussi que les questions et les réponses devront être examinées par rapport à son niveau d'instruction. Donc la vraisemblance n'est pas... La vraisemblance n'est pas une science exacte, mais c'est un cumul de facteurs qui doit déterminer si la personne rend crédible une persécution déterminante en matière d'asile. Mais il n'y a pas une forme de paradoxe entre le fait qu'on demande aux requérants et requérantes d'asile de prouver par A plus B de manière quasiment scientifique les motifs de sa demande et un certain flou, une certaine peut-être subjectivité autour des critères justement de vraisemblance? C'est du droit. Est-ce que le droit est une science... Encore une fois, est-ce que le droit est une science exacte? Est-ce que dans n'importe quelle branche du droit, est-ce que vous pouvez poser la même question et obtenir la même réponse? C'est exactement la même chose. C'est une réponse de juriste que vous nous faites là. C'est pas une réponse du juriste, c'est... Smiley, vous vouliez réagir? Yeah, basically with respect, when you said, I understand when you say we're not looking for the life story of someone, but the ground to accept as a case. I respect that, I hear that, I'm aware of that. But the thing is, Beispiel, I'm not sure if the interviewer is culturally well informed about which country I come from. So there was this certain point when they asked me why you didn't go to the police, why you didn't ask help in the police or like court or law. But it is hard for me to explain them that
you seeing a trans person in Europe is different from in India, where we are the more vulnerable. When I say someone attacked me for being naked on stage, and I go and tell this the police say that I was naked on the stage, then I will be I have to face consequence again with the police. When they say, oh, you are a trans, you're a woman, why would you be naked? And then they go deep into questions like what you have down under, like they will talk about my personal gender dysphoria. They will ask me, and then they will blame me, and then they will, whatever the thugs, whatever the right wings, these people trying to do, they will do it even more authentically. They will do it with more legal this thing. And there is, like India, trans women or even Dalit or mostly the vulnerable community women, they don't dare to go to police or to judges, because if you, I know here you don't receive a lot of news from India, but women being stripped and took in the streets naked for kilometers and gang raped, and then there is no consequence. There have been women who've been raped by 17 men and killed a 7-year-old child, taking her leg and throw it in the wall, and these people, court let them walk away free. That kind of a country we live in, and we're like least considered as human person, and we cannot just go and ask, and how do I even explain this? So if you're not culturally informed in these things, or if you're not going to listen, how can I prove that I can't go to a police and tell these things? Like, because you know that here you can go, you can tell, you can seek. It is not how it works in India. It's not how it works in Afghanistan. It's not how it works in Iran or Iraq. So, and I understood, in my understanding, if it is right, that I'll tell you everything and you can double check, cross check in India where this person is real, this is the same identity. If something similar happened or something, if you do that, this is how I was, maybe I was wrong, but that's what I hope. So maybe whatever that I cannot prove, that they can seek and find out. And then if they say you are lying, if you have a concrete reason that to tell me that if you're lying, I could at least respectfully take that or try to fight again. But when they say just, you are young, you speak English, you are fine, I mean, come on, there is no rapist going to come and rape me. And I say like, hey, no, don't rape me. Oh, you speak English, okay, how can I rape you anymore? How can I kill you anymore? He don't go like that. He just shot me and raped me and tried to kill me. As simple as that. He don't care what my age I am, he don't care what language I speak. That kind of a country we live, being a trans person. So that's something I would really appreciate. It is also important when you ask me how we can be prepared. I think I would appreciate if the interviewer also prepared a little more culturally, what kind of person we are doing. I do, though, they did some research, they know about my autobiography, they talked about this, but then I don't know. Please understand, my intention is not to blame them, but my intention is to request them. And don't take it personally, it is never a blame game. It is more about like, try more, give us more opportunity, give us more respect, give us more space, is all I'm asking. Thank you. Thanks a lot for it. Maurizio Micheli, je vous laisserai répondre. Hein. Juste, Raphaël Ray, vous vouliez réagir à ce que vient de dire Smiley? Non, je voulais réagir à ce qu'avait dit monsieur avant, mais je pense que la réponse est très claire, oui. Maurizio Micheli, qu'est-ce que vous répondez à ça? Vous aimeriez que je réagisse sur quel point précisément? Sur la préparation, déjà par rapport aux particularités locales, est-ce que par exemple les employés du SEM s'occupent d'une certaine région et connaissent bien la région, ou alors est-ce qu'ils font toutes les auditions? Et puis sur la situation de la personne, à quel point on est préparé à la situation de la personne avant de l'auditionner, et à quel point on prend le degré de traumatisme en compte avant de faire l'audition? Ok. Alors, est-ce que les collaborateurs du SEM se spécialisent? Ils se spécialisent par l'expérience et surtout par le profil des personnes qui arrivent. Si vous avez la moitié de demandes d'asile en provenance d'un pays X, c'est clair que par la force des choses,
tout le monde va devoir s'y mettre à ce pays, et puis les informations seront véhiculées de manière encore plus pointue et précise. On connaît en ce moment-là deux régions de provenance majoritaires, la Turquie et l'Afghanistan. Donc voilà, en ce sens-là, c'est clair que c'est un peu les pays pour lesquels tous les collaborateurs deviennent de plus en plus spécialistes. Après, vous avez des demandes d'asile en provenance de pays qu'on ne voit pas beaucoup. Je veux dire, il y a certaines situations où vous découvrez aussi un peu le pays avec la personne qui demande l'asile. C'est normal, c'est comme ça. Et puis là, on a un service de documentation qui nous aide justement à rechercher les informations pertinentes sur le pays. Le parcours de la personne, mon collègue Guillaume le disait tout à l'heure, ce qui est important, c'est qu'avant même d'entrer dans ce qui est l'audition sur les motifs, il y a quand même un processus déjà d'information qui est véhiculé par la protection juridique, une préparation à l'audition. S'il y a des situations pertinentes qui peuvent nous aider également par rapport à la tenue de l'audition, elles nous sont communiquées. C'est déjà la première porte d'entrée, c'est vers la protection juridique. C'est pratiquement eux qui voient presque en premier les personnes plutôt que le collaborateur spécialiste du SEM. Donc là-dessus, il y a déjà une passerelle d'information qui aujourd'hui se fait, et se fait bien. Je veux dire, on reçoit des signalements. Attention, cette personne a plutôt une sensibilité ici, ou bien comme ça. Toutes sortes d'informations pertinentes pour la préparation de l'audition, notamment les persécutions liées au genre. Elles doivent être signalées aussi. Et là-dessus aussi, on peut réagir par rapport à une configuration particulière. Est-ce que nous, on ne peut pas savoir si une personne, et je me permets d'utiliser votre terme, est traumatisée ou pas le jour de l'audition. Mais si par hasard on devait vérifier que la personne se porte en tel point mal que l'audition n'est pas possible en ce moment-là, je veux dire, il y a eu des situations où on doit interrompre l'audition et puis donner peut-être une pause ou alors une période de tranquillité puis reconvoquer la personne par la suite. Mais c'est des choses qui, par expérience, on constate. C'est là peut-être qu'il y a une différence que je me permets d'abonder par rapport au film, dans notre expérience du quotidien. J'espère qu'on est un peu plus empathique aussi par rapport à cela. Ça, c'est très important. Là, par exemple, c'est la présentation avant tout de l'ancienne procédure d'asile qui est véhiculée par le film. Aujourd'hui, par exemple, quand il y a une pause durant l'audition, la personne qui a demandé l'asile reste très rarement seule. Il y a son mandataire qui discute avec, l'interprète qui peut discuter avec. Ça se passe de manière un peu plus empathique, si on veut, par rapport à ce qui est présenté exactement. Pardon ? Heureusement. Ah, pardon. Oui. Mais justement, Voilà. posons la question à Guillaume Bégère. La réforme a été beaucoup critiquée à l'époque, notamment par le CSP et Caritas. Est-ce que l'accompagnement, enfin pas plusieurs, oui, non. Est-ce que l'accompagnement a amélioré ce point, selon vous ? Alors pour la petite histoire, Caritas avait soutenu cette réforme justement parce qu'il y avait la mise en place d'une protection juridique. Et effectivement, ça a fait pas mal discuter dans le domaine de l'asile et de la défense du droit d'asile, parce qu'on avait vraiment cette idée d'accélérer les procédures, d'accélérer fortement les procédures. Et le parallèle, c'était la mise en place d'une protection juridique. Pour revenir sur ce qui a été dit, est-ce que le système, est-ce que cette protection juridique a permis d'améliorer le système ? Je pense en partie oui. Je pense en partie oui, notamment en ce qui concerne justement l'avant-audition, les premiers pas de la procédure, ou le fait de pouvoir comprendre quand même comment se déroule la procédure, le fait d'avoir des explications sur qu'est-ce qui est attendu, le fait de pouvoir regarder ensemble les moyens de preuve, le fait d'expliquer parfois aussi la simple présence d'un représentant juridique. Moi, j'ai vraiment eu des expériences où, et certains de mes mandants me l'ont dit par la suite, où moi j'ai ressenti que ma présence en audition, on ne va pas se voiler la face, l'audition ça reste une épreuve, c'est toujours une épreuve pour les personnes qui la vivent, et je crois qu'on a eu des témoignages à ce niveau-là qui se passent de commentaires. Après, ça c'est un élément qui est important, c'est l'information, c'est la manière dont l'audition va être menée. Et puis après, il y a tout le reste, c'est-à-dire qu'il y a la situation des personnes au moment où elles arrivent,
la situation des personnes au niveau personnel, leur âge, leur expérience de vie, leur état de santé qu'on a mentionné. Et puis ce qui se passe, c'est que dans la procédure accélérée, il y a encore un certain nombre de situations, même si je pense que globalement, il y a des progrès qui ont été réalisés par rapport à la mise en œuvre. Il y a encore des situations où malheureusement les personnes arrivent en audition et effectivement, ça a été dit aussi dans le film, on ne sait pas quel est leur état de santé. Donc d'une part, on ne sait pas à quel point l'audition va être traumatisante parce qu'elle est très souvent à des degrés différents et on ne sait pas à quel point l'état de santé va peut-être avoir une influence sur la capacité à raconter ses motifs, la capacité à finalement remplir les attentes de l'autorité par rapport à notamment la notion de vraisemblance. Et je pense, juste pour terminer, que ces éléments-là sont absolument fondamentaux parce que, on le sait, et des études l'ont démontré, 50 à 60%, voire peut-être même plus, des personnes sont dans un état de stress post-traumatique au moment où elles arrivent en Suisse, comme aussi l'a relevé Raphaël tout à l'heure. Justement, Pascal Olana, sur cet état dans lequel on est au moment où il faut faire acte de vraisemblance, comment vous avez vécu et qu'est-ce que vous avez à dire sur ce fardeau de la preuve en fait, qui est vraiment mis sur le ou la requérante d'asile? Oui, merci. Déjà, ce que je veux dire, c'est que il faut une procédure d'asile, ça c'est sûr. Il faut une audition, ça c'est très important. C'est quelque chose que nous ne remettons pas en cause. Mais ce que nous remettons, ce que moi particulièrement je remets en cause, c'est comment. Je vais d'abord dire que ce que vous avez vu aujourd'hui, ce soir, c'est une audition. Mais ce que nous vivons la plupart du temps, c'est un interrogatoire. Et ça doit absolument changer. En général, pendant les auditions, il est fait fi, et j'ai entendu ça de temps en temps, l'humain, la personne dans le besoin, dans l'urgence, est parfois considérée comme une personne capable. Vous avez dit que des fois on est traumatisé à différents degrés et on ne sait pas à quel degré est traumatisé le requérant d'asile qui arrive. Et ça, c'est déjà un problème. Parce que si on ne sait pas à quel degré quelqu'un est traumatisé, comment est-ce qu'on va faire pour conduire une interview avec quelqu'un pareil? Et après l'audition, pendant l'audition, c'est très bien qu'il y ait déjà des avocats qui informent avant sur les droits, sur la loi, c'est très très important. C'est très important qu'il y ait une personne de confiance peut-être pendant l'audition également, ça c'est très bien, ça c'est un progrès, quand c'est bien, il faut le dire. Mais je dis, entre un juriste et un psychologue, il y a une grosse différence. Le juriste ne saura pas comprendre une personne qui est retraumatisée. Il peut avoir une certaine empathie, ça il le faut d'ailleurs, mais comment comprendre une personne qui arrive, comment comprendre son degré de traumatisme? Pendant l'interview, comment savoir que cette personne est vraiment dans une urgence? Moi, ça m'est arrivé personnellement. Ou quelqu'un de mon état aussi costaud qui n'a jamais craqué, mais craque pendant l'interview. Mais l'intervieweur en face de moi, il n'a même pas su quoi faire. Même pas su quoi faire. On ne va pas compter sur des interprètes pour jouer le rôle de psychologue. Moi, je trouve ça quand même... voilà, ça vient d'un autre monde, là. Et puis à la fin de l'interview, qu'est-ce qui se passe quand on a répondu à toutes ces questions? Quand on est retraumatisé, qu'est-ce qui se passe? Comment on fait? À la fin, on nous dit, merci de votre collaboration, vous pouvez rentrer. Comment on rentre? Dites-moi comment on fait pour rentrer. Après mon interview qui a commencé à 9h et fini à 18h, et on m'a demandé de rentrer, j'ai attendu 2 heures à Berne, là, 2 heures parce que je ne savais même pas où j'étais. Il m'a fallu 2 heures pour savoir où je suis avant de revoir l'arrêt du tram et rentrer. Comment on fait ça? Et en route, qu'est-ce qui se passe dans nos têtes? Et quand on arrive dans les camps d'asile, comment on gère la suite? Comment on gère la suite en société? Je trouve que ça, c'est des questions assez pertinentes. Je ne suis pas du tout contre l'interview, il en faut. Parce que l'interview, c'est
un moyen d'avoir des éléments de vérité, mais ce n'est pas le seul moyen. Mais parfois, énormément de pression sont mises sur l'interview, qu'on a l'impression que tout se joue là-dessus. Et si on n'est pas capable de répondre, alors on a tout perdu. Et dès le début même de l'interview, parfois c'est cela. Quand on nous lit nos droits, et en fait des droits qui sont en fait des obligations, où on nous dit vous avez le droit de coopérer, vous devez dire toute la vérité. Vous pouvez ne pas répondre à certaines questions, mais si vous ne le faites pas, le mais arrive. Ça peut avoir des conséquences sur la suite de la procédure. Alors, comment on fait ça? Donc, ce qui fait qu'on commence une audition déjà sous le stress, en sachant qu'on a l'obligation de répondre. Et à un moment, des fois, on ne peut pas répondre. Des fois, on ne veut même pas répondre. Des fois, on n'est même pas préparé à le faire. Et comment on fait? Raphaël Ray. Merci. Raphaël Ray, vous vouliez réagir? Simplement poursuivre ce que vous disiez, puis je pense qu'on a évoqué ce rapport de pouvoir de l'audition au tout début, puis je voulais quand même insister là-dessus parce que on a vraiment ce rapport de pouvoir qui est installé effectivement dès le début. Il faut bien se rappeler, et vous l'avez dit aussi, que le but de cette audition, c'est de pouvoir prendre une décision. Donc en fait, mettre la complexité des vies, l'épaisseur des vies dans certaines boîtes légales. Et puis ça, c'est un processus qui est de toute façon violent. Et il n'est pas violent forcément parce que effectivement le droit n'est pas une science exacte, et j'ai envie de dire heureusement qu'il n'est pas une science exacte, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a cet acte de devoir mettre des vies dans des boîtes. Et au final, ça va être l'institution qui va décider ce qui est retenu pour la personne, mais aussi, et c'est souvent le cas, ce qui est retenu contre la personne. Quelle contradiction, quel micro-détail ne joue pas avec ce qui avait été dit avant. Et puis, c'est parce que c'est vraiment, pour moi, c'est là la violence qui est au cœur de l'audition, c'est que de l'incertitude qu'on a face au récit des gens, mais il faut créer une certitude légale. Il faut à un moment donné prendre cette décision, et c'est ça qui fait que c'est violent. Après, j'avais aussi envie de dire que si l'employé du SEM peut ou doit prendre cette décision, c'est pas seulement le moment de l'audition où le rapport de force est là. C'est asymétrique parce que l'employé il peut prendre la décision, et puis il faut se rappeler qu'il a l'appareil coercitif de l'État derrière lui pour faire ensuite, plus tard, appliquer cette décision, chose que les personnes n'ont pas. Et je pense que cette asymétrie de pouvoir, elle est là au cœur, et que ce n'est pas simplement d'être empathique ou non au moment de l'audition qui va changer ce rapport de pouvoir. Ensuite, j'avais quand même aussi envie de relever que heureusement que les employés du SEM sont empathiques. Mais en fait, il ne s'agit pas seulement d'une question d'arbitraire, de la manière dont les personnes abordent l'histoire, mais on est devant quelque chose qui est commun et qui est systémique. Et puis, on le sait, les études, celles que j'ai faites, mais d'autres ont montré qu'il y a au sein du SEM cet habitus institutionnel, c'est-à-dire l'idée que, en fait, les employés du SEM peuvent être soft ou plus hard, mais il y a quand même cette idée de devoir détecter le mensonge, de devoir détecter l'abus pour pouvoir trier. Sur la base de quoi, pardon? Vous dites ça sur la base de quoi? Sur la base d'études sociologiques. Lesquelles? Alors, vous voulez les noms des personnes? Non, mais j'aimerais juste savoir. Je vous parle de l'étude de Laura Folter, je vous parle de l'étude de Jonathan Mia ou de Ephraim Pertner qui ont interrogé des personnes du SEM et qui ont fait des travaux sociologiques et anthropologiques de plus de 2 ans de terrain avec des gens du SEM. Et puis, ce qui ressort de ces études, c'est justement
que de l'aveu de certains employés du SEM, il est souvent plus facile de justifier une décision négative sur la base de l'invraisemblance auprès des hiérarchies. Et ça, c'est des choses qui ont été dites par des employés du SEM dans ces études. Ça a été aussi montré qu'en fait, à force de chercher le micro-détail et le détail des histoires, eh bien, les gens, c'est ce que vous dites dans le film, on va vous demander combien de personnes étaient présentes à ce moment-là. On se dit, je dois répondre. Et donc, du coup, à partir du moment où on veut répondre, eh bien, on va dire un chiffre qui ne sera peut-être pas le même que celui qu'on avait dit 6 mois auparavant, et on va venir nous le reprocher dans les auditions. Et on travaille sur le terrain, notre bureau travaille sur le terrain, et on voit quand même beaucoup de cas passer où c'est la parole des personnes qui peuvent en plus avoir l'impression que l'audition s'est bien passée. Eh bien, la parole des personnes, on voit qu'en fait, elle est retournée contre elle. On leur reproche de ne pas être assez entré dans le détail pour ci, ou alors d'être trop rentré dans le détail sur ça, de s'être contredit sur ce point ou sur ce point. Et ça, c'est des choses qu'on voit régulièrement. Et je dis ça pas seulement parce qu'on le voit, il y a quand même des études aussi juridiques qui ont été faites. Si vous voulez un nom, on pourra en parler après. On laisse vous arranger après, oui, mais on va laisser bientôt surtout, répondre. ce que je veux dire, c'est qu'il y a des cas qui sont documentés et il y a des rapports qui sont faits sur la question où on sait que l'évaluation de la vraisemblance est restrictive. Et quand on prend une décision de l'asile, c'est pas que la vraisemblance. Ce qui se passe dans l'audition, c'est qu'on va aussi exposer des motifs d'asile. Et l'évaluation des motifs d'asile est aussi restrictive, et on sait que on voit très bien dans les décisions qu'on voit aux auditions que c'est la vraisemblance, mais c'est aussi l'évaluation de ce qui se passe dans les pays d'origine des personnes qui peuvent être aussi très restrictives. On peut croire la personne, mais elle aura quand même une décision négative. D'ailleurs, les 4 personnes du film ont eu des décisions négatives, et je ne suis pas sûr que ce soit seulement pour cause d'invraisemblance. Maurizio Micheli, je vais vous laisser répondre. C'est un peu compliqué de répondre parce que, au final, je m'explique mal alors pourquoi en Suisse on a 50% de taux de protection. Si on ajoute aussi les décisions Dublin qui sont prises, on peut plus, si on enlève les décisions Dublin, on ne pense qu'aux procédures nationales. Ça veut dire quand même que les systèmes qui voulaient accélérer les procédures, et ça c'est très important, accélérer les procédures ne signifie pas rendre plus vite des décisions négatives, signifie aussi essayer de rendre les décisions positives aussi rapidement. Donc moi, quand je vois le taux de protection en Suisse depuis en tout cas l'introduction du nouveau système d'asile, on a un taux de protection qui est malgré tout assez élevé. Mais sur cette culture du soupçon, et puis ce que soulignait Pascal Onana avant, peut-être du manque de formation en psychologie, peut-être des employés du SEM, comment introduire cet élément dans le monde très juridique des auditions? Mais heureusement, on n'a pas que les juristes qui travaillent avec nous. Quelle est la formation en fait de quelqu'un qui... On peut avoir des Sciences Po, on peut avoir des juristes, on peut avoir des personnes qui ont fait des lettres. On a une panoplie de personnes qui viennent de tout horizon. Heureusement, le droit d'asile n'est pas un droit où on doit absolument associer un juriste pour évaluer notre travail, mais c'est un travail qui permet justement une certaine hétérogénéité des profils. Donc là-dessus, je veux dire, on a vraiment des expériences aussi de vie professionnelle qui ne sont pas uniquement liées à la lecture de la Constitution fédérale. Je veux dire, on a aussi des expériences de terrain qui sont complètement différentes. Et mes collègues dans le film, en tout cas les anciens collègues que j'ai pu reconnaître dans ce film, l'ont aussi exprimé dans leur parcours de vie. Guillaume Bégère, ça nous amène, on n'aura pas le temps, on va bientôt passer aux questions du public, hein, mais ça nous amène sur la question de la santé mentale hein, qu'on évoque depuis un petit moment. Il y a la prise en compte au moment de l'audition. Dans l'actualité, on parle aussi très souvent du suivi, de l'absence de suivi tout au long de la procédure. Souvent, quand il y a des drames qui se passent, si on parle de l'actualité, avec la prise d'otage qui a eu lieu vers Yverdon il y a quelques semaines, là aussi, il y a des lacunes de prise en charge d'un état mental. Il y a une grosse lacune à cet endroit dans le système d'asile suisse. Est-ce que c'est vous, juriste chez Caritas, qui devez pallier à ce manque? Il y a un problème? Alors non, c'est pas à nous de pallier à ce manque-là. Nous, par rapport à ça, on essaye de
de mettre en lumière des situations auprès de l'autorité, de rendre attentif peut-être à des éléments qu'on détecte pour qu'ensuite la prise en charge médicale puisse débuter. Ce qui est certain, c'est que le temps de la procédure entre souvent en tension avec le temps médical. Et ça, c'est une donnée qui est fondamentale. C'est-à-dire que prenez une procédure Dublin standard, si j'ose dire, potentiellement, elle peut durer 1 mois. Pendant ce mois, est-ce que la personne aura eu le temps de se rendre à l'infirmerie? Est-ce que si elle s'est rendue à l'infirmerie, on va pouvoir mettre en place un premier rendez-vous avec un médecin généraliste? Est-ce qu'au moment où elle va aller voir ce médecin généraliste, peut-être on va la rediriger vers un psychologue ou un psychiatre? Et rien que pour ces étapes-là, ça demande du temps. De manière générale, on sait aussi que le système de santé en Suisse est quand même sous tension. Et oui, j'imagine que même si sur le papier, il y a une égalité à l'accès aux soins, dans les faits, la personne requérante d'asile aura beaucoup plus de difficultés à accéder, suivant sa problématique, suivant ses difficultés, à un médecin, parce qu'elle est tributaire, elle dépend d'autres personnes qui vont la rediriger vers une personne ou une autre. L'autre élément, c'est que effectivement, la question de l'accès aux soins, notamment psychologiques, ça reste un défi dans le contexte de la procédure. Je l'ai dit avant, plus de la moitié des personnes arrivent avec des stress post-traumatiques. Alors, le temps de la procédure, il y a des possibilités d'adaptation au niveau de la procédure. Vous avez ce qu'on appelle la procédure étendue, notamment si l'état de santé doit être plus instruit. Dans les faits, il y a des situations où on sait que c'est compliqué de pouvoir avoir un état de fait au niveau de la santé qui est satisfaisant, tant au niveau, encore une fois, du déroulement de l'audition que de sa prise en compte peut-être dans la décision par la suite. Smiley, vous vouliez réagir? Yeah, I want to agree what they said, and it's not only difficult, but most of us, I'm talking mostly for queer for this question, that most of us queers or trans, we don't even know that we have the right to ask for it in the first place. That a lot of the people that from my community, I've seen many people in the same asylum center that I lived, that they were struggling psychologically and they didn't know that they can ask. I was informing them to ask for it, and then it was in the beginning. See, there's 2 things. For where I come from, here the medical system, the medical support is it's like amazing. I'm so thankful. Really, I mean it. But to get the access was a little bit hard, a little bit not easy at the beginning. But when you get it, then you get it. You will be taken care, all that. That goes well. But I needed to know that I can ask for help. I can get the help. And I was every time it is like when I'm in an extreme condition that I cannot take it anymore, when I have to outburst, that's when you actually get that thing, the support or anything. But otherwise, if you're struggling, that most of the people, especially queer, when you're struggling, you have to struggle in your own dark space. You don't have someone to share that, okay, I'm going through something, I think I need a help, because I'm not sorry, but the world is mostly cis-hetero. It's the most cis-hetero world we live in. And that is no exception for Asylum Centrum also. Everything is so much into cis and hetero perspective. And I never felt welcomed or never felt safe space in any kind of Asylum Centrum or the other parts of it. It was just, I happen to be someone who is more vocal, so I can just ask for it and I fight for it, but not a lot of us are so vocal. Not many of us are really brave, because we come from that kind of a condition that we cannot speak. Speaking is putting you in more danger, so you don't dare to speak. In that case, as an asylum system, I would really like to have a hand like, hey, do you have any problem? We can help you.
that affirmation can change a lot, and not many people know that options that you can fight, you can ask for health support. You are just suffering alone. That is kind of happening. So I want to add.